Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai le plaisir d'avoir à l'interview Monsieur Mehdi Benlahdar. Mehdi Benlahdar, combattant chez Cage Warriors, franco-marocain, parisien, 30 ans. Et sérieux, prétendant au titre chez les légers de la catégorie donc de chez Cage Warriors. Mehdi, bonjour et merci de m'accorder du temps pour cette interview. Avec plaisir, ça va? Ça va très bien, ça va très bien. C'est vrai que Zoom nous a fait un petit peu galérer, mais tu as fait preuve de beaucoup de mental comme lors de tes combats, donc c'est tout à ton honneur. Je sais que tu combats bientôt, hein, c'est le 26 juin face à Paul Redmond, qui est un vétéran de chez Cage Warriors. Comment se passe ta préparation? Écoute, ma prépa se passe super bien. Il n'y a pas grand-chose qui a changé, mis à part la mise en place du fight camp quant à la stratégie qu'on va adopter face à Paul Redmond. Voilà, donc je suis encadré par Christian Pombou, donc Tonton, qui est mon coach, de Fernand Lopez, et puis j'ai mes sparring partners qui m'aident à préparer cette échéance. Et grosse dédicace à Tourpal qui, laisse tomber, est trop là pour moi-même. Ouais, t'es bien entouré, hein. Voilà. Franchement, au MMA Factory, il y a vraiment du très très lourd à tous les échelons vraiment de la salle. Ouais, non, en vrai, on a la chance, d'avoir plein de profils. Donc, demain, j'affronte un striker, bah, il y a plein de strikers. J'affronte un gaucher, on a des excellents gauchers. J'affronte un grappleur, bah, on a des très bons grappleurs. Grâce à Dieu, on est bien, non, ça va, ça. Si j'en crois tes statistiques, ben, elles sont impressionnantes tout simplement. 6 combats, 5 victoires, une égalité. Et sur ces 5 victoires, eh bien, il y en a 3 qui sont effectuées sur KO technique. En plus de cela, au premier round, est-ce que l'objectif, pardon, j'en perds mes mots tellement la puissance est présente, mais est-ce que ton objectif face à Paul Redmond, c'est d'enchaîner un quatrième KO? Bah, c'est ce que tout le monde attend. D'ailleurs, le combat, il a été un peu vendu comme ça, du style, est-ce que Mehdi sera capable de finaliser Paul Redmond, machin et tout. Voilà, l'objectif, c'est de gagner avant tout. Donc, on va mettre toutes les chances de notre côté. On va tout mettre en place pour pouvoir gagner. Et puis, bien sûr, si on finalise le combat avant la limite, c'est encore mieux. C'est encore mieux pour la suite. C'est encore mieux, bah, pour confirmer ce que j'ai dit lors de mon précédente interview au Cage Warrior, à savoir que je suis le meilleur striker de la catégorie. J'allais justement t'en parler, mais ça, ce serait un petit peu plus tard dans l'interview. Ton dernier combat, en tout cas, ben, il s'est soldé sur une victoire à ton image, c'est-à-dire encore un KO technique dès le premier round qui plus est. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que tu revenais d'une longue blessure et que tu as été absent, on va dire, de l'octogone pendant plus d'un an, il me semble. On t'a vu d'ailleurs qu'après ta victoire, c'était face à McIntosh, tu as éclaté en sanglots dans les bras de ton entraîneur. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête ce soir-là, en fait? Écoute, il y a beaucoup de choses qui sont passées par la tête à ce moment-là. En 5 secondes, j'ai l'impression de vivre tous ces mois de rééducation, de réathlétisation, de galère, de tous ces mois où en fait, j'ai pas pu m'entraîner parce que je m'étais fait mal. Donc quand tout remonte à la surface, c'est pas facile de maintenir ses émotions, de garder le contrôle. Et en plus, quand j'ai entendu mon coach partir lui aussi, je dis, allez, ça y est, c'est fini, on va tous partir aujourd'hui. Mais non, c'est des choses qui, franchement, c'est des sensations qui sont inexplicables, c'est incroyable. C'est important de libérer tes émotions, d'autant plus que, comme tu nous l'as dit, t'as quand même eu une rééducation et c'était pas une petite blessure, c'était quand même une grave blessure. C'était quelque chose qui m'avait bien gêné, ouais. Grave, voilà, ça va dépendre pour qui. Mais disons que voilà, c'est une blessure qui m'a bien fait galérer en tout cas, comme tu as dit, qui m'a laissé absent de l'octogone pendant très longtemps. Et du coup, ouais, c'est important. Enfin, c'est important. Je pense que ça se fait de manière naturelle. D'ailleurs, pour la petite info, après la décision, tu sais, quand on passe derrière tu sais, en coulisses, ça ne s'est pas arrêté. Je me suis assis par terre, j'ai tenu ma tête comme ça ne s'est pas arrêté. C'est un gros bébé, laisse tomber, je te jure. Mais grâce à Dieu, donc non, ça va, ça va.
on s'est bien remis. Et là, on est d'attaque pour le prochain. Malheureusement, c'est vrai qu'en mars dernier, tu t'es également blessé. Ça t'a empêché de disputer le titre face à Sardari. Si tu t'imposes face à Paul Redmond le 26 juin, le combat qui suit, c'est normalement, si on suit la logique, un autre title shot. On est d'accord? C'est ça, c'est ça. On espère en tout cas que la victoire sera avec la manière et que derrière, je sois prétendant numéro un face à Adji Sardari ou à Joe McCogan, l'un des deux donc, qui va devoir m'affronter juste après. C'est très bien que tu en parles parce que j'allais te poser la question. Donc, tu l'as dit, Aguy Sardari va disputer le titre ou plutôt défendre sa ceinture face à une ancienne connaissance à toi, Joe McColgan. Ce sera plus lors de ta soirée, donc pas lors du Cage Warriors 125, mais ça a été avancé au Cage Warriors 124. À choisir, est-ce que tu préfères un title shot face à Sardari ou alors face à McColgan pour un rematch? Euh, Honnêtement, euh, pour l'histoire, je préfère affronter Joe. Joe et moi, nous sommes affrontés en 2019. On a été élu meilleur combat de l'année. On a fait un match nul. C'était le combat le plus chaud, le plus difficile de ma carrière. C'était un ascenseur émotionnel de ouf. Pour l'histoire, j'aimerais bien qu'on finisse cette histoire-là qui n'est pas finie entre Joe et moi. D'ailleurs, il y a une belle amitié qui est née après ce combat entre Joe et moi. On se supporte beaucoup sur les réseaux, on se parle très souvent. Il m'a invité dans sa salle en Irlande, donc voilà, je l'ai invité à Paris. Enfin voilà, c'est vraiment, on est devenus vraiment potes, des vrais potes. C'est-à-dire que c'est pas des mythos, c'est des vrais potes. Donc je lui souhaite de gagner contre Edgy Sardari. Je me souhaite de gagner contre Paul Redmond et qu'on se retrouve pour cette ceinture. À choisir, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères une guerre comme lors du premier combat face à Joe Colgan ou est-ce que tu préfères des combats où ça se finit très rapidement sur des KO impressionnants? Selon toi, c'est quoi le mieux pour continuer à te faire connaître dans le monde du MMA? Ah, le mieux, c'est de finaliser ces combats en 1 minute comme ça. C'est le meilleur. T'écris une histoire incroyable. Le mec, il vient, il met un coup, tout le monde tombe par terre. C'est magnifique, tu vois. Tu te dis, c'est trop bien. Euh, Maintenant, pour l'expérience, c'est bien de tâter un peu l'octogone, de faire plusieurs rounds, voilà. Euh, Maintenant, tu m'as demandé de choisir. Je préfère tous les éclater au premier round. Ouais, c'est normal. Ah ouais, je rentre chez moi, je suis pas blessé, il n'y a pas de bobo, enfin voilà, tout va bien, quoi. Et c'est ce que tu réussis à faire assez régulièrement, puisque tes trois victoires sur KO technique, elles se sont faites dès le premier round. Tu l'as dit en interview chez Cage Warriors, dans ta catégorie, tu te considères comme le meilleur striker et tu as bien raison. Explique-nous en fait la capacité, la faculté d'éteindre tes adversaires, elle vient d'où en fait? Disons que dans mon staff, on a ce truc où on essaye de mener notre entraînement, en tout cas notre performance sur non pas comment on va battre l'autre, comment on va annuler la force de l'autre parce que l'autre il est ceinture noire de jiu-jitsu, alors on va faire beaucoup de jiu-jitsu. Non, on met en avant nos forces, on met en avant nos forces, on fait un fight camp entier sur nos forces, sur ce qu'on sait faire de mieux. Et le reste, bah, ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Très sincèrement, à chaque fois que je finalise un adversaire, à part sur le dernier où vraiment j'ai senti que j'avais vraiment touché, je savais que j'avais gagné à ce moment-là. Mais ceux d'avant, bah, tu vois que quand l'arbitre il intervient, je suis un peu surpris, tu vois, parce que je m'y attends pas vraiment en réalité. Je me dis, ah, mais c'était un truc où tu te dis, ça y est, c'est fini en vérité. Mais c'est des choses où on ne cherche pas le chaos, on ne cherche pas le coup dur, on ne cherche pas à faire mal, on cherche à donner le meilleur de soi. Et puis voilà, quoi.
Et ce qui explique aussi tes KO, c'est quand même ton énorme background en boxe, hein. Il me semble que tu as commencé la boxe Le Noblard aux environs de tes 17 ans. Tu fréquentais d'ailleurs la même salle qu'un certain Souleymane Sissoko, donc c'est quand même un grand nom dans la boxe en France. C'est finalement pas une surprise de te voir à un tel niveau de striking en sachant que tu as quand même un excellent background en boxe. Ouais, c'est vrai, j'ai eu la chance d'être entraîné pendant très longtemps par Eladj Sissoko et Soké Traoré, à qui je passe un grand salam d'ailleurs. Et c'est eux qui m'ont fait découvrir la boxe en fait. C'est ces gens-là qui m'ont mis le pied à l'étrier très jeune. J'ai, j'ai, j'ai eu beaucoup de la chance et puis j'ai été très bien entouré très tôt. Et puis ensuite, il y a eu un travail, formidable fait par mes entraîneurs au MMA Factory pour avoir cette transition parce que de la boxe anglaise, tu sais, purement, ça va pas être la même chose qu'en MMA. On va pas avoir les mêmes appuis, on va pas avoir le même débit, on va pas avoir le même rythme. Donc mes entraîneurs au MMA Factory ont, ont rajouté les ingrédients du MMA, tu vois, avec ceux de la boxe pour nous donner ce que tu vois aujourd'hui dans la cage, quoi. On peut le dire, ton parcours il est assez atypique. Tu as commencé la boxe, comme on l'a dit, vers l'âge de 17 ans. En même temps, tu as continué tes études, tu as même obtenu une licence. Mais finalement, qu'est-ce qui t'a orienté vers le MMA? Comment s'est passée en quelque sorte la transition de boxe vers le MMA? Pour être très honnête et très franc, je sentais que je n'allais pas aller très loin en boxe, tu vois. J'ai eu cette prise de conscience où je me suis dit, Mehdi, la boxe, t'aimes beaucoup ça, c'est bien, mais voilà, il manque quelque chose. Tu vas pas faire comme Nordine Bali aujourd'hui, ou comme Souley, ou comme Tony. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est pas à l'époque un manque de maturité j'étais jeune, donc tu sais, aujourd'hui, je me suis vraiment beaucoup professionnalisé dans ma manière de m'entraîner, dans ma manière de récupérer, dans mon alimentation, dans ma fréquence d'entraînement, etc. Et du coup, tu te dis, bon, bah, faut voir quelque chose d'autre, tu vois. Et je sais pas, ça m'a toujours intéressé ce sport de ouf là que je voyais à la télé à l'époque. Et, et c'était un été, je me souviens, je cherchais une salle de MMA. J'ai un pote qui m'a conseillé d'aller au MMA Factory. Donc j'ai appelé Fernand au culot. Je l'ai appelé, j'ai trouvé son numéro sur Facebook. Vraiment, j'ai tapé par hasard. Même lui, il savait même pas Fernand, à l'époque, savait même pas que son numéro était sur Facebook, tu vois. Je l'appelle, allô, je m'appelle Mehdi, nanani, nanana, j'ai envie de tester. Il m'a dit, écoute, viens lundi à 14h. Le lundi à 14h, ma factory, c'est le sparring des pros. Il n'y a que des pros. Donc à l'époque, sur le tatami, tu avais t'avais l'élite du MMA français, tu vois. Tu avais Taylor, Lapillus, tu avais Damien, Lapillus. Il y a Michael Lebou, Tarabdi. C'était un tapis de malades. Et les Arnold Quero, les Teddy Violet, c'est-à-dire que tous les noms que je te cite aujourd'hui, c'était des mecs qui, à l'époque, ils avaient déjà 10 combats de MMA, ils avaient déjà affronté là les mecs et tout. Et moi, j'arrive comme ça, Nia, tu vois, genre, avec mon petit cartable comme ça, là, j'arrive, je vois que des monstres là comme ça. Donc ouais, c'est comme ça que j'ai commencé par curiosité. Le premier jour, je suis arrivé, ils m'ont tous massacré, les mecs. Ils m'ont marave, mais d'une manière. Et comme je suis un rageux, comme j'ai le seum, mon frère, j'ai dit, je ne sors pas de cette salle tant que je ne les ai pas marave. Mais avec un bon, enfin, c'est bon enfant, c'est pas avec ce que je veux dire, c'est que j'ai pas la rage contre eux vraiment. Mais je me suis dit, comment ça, tu vois, je suis là, ça veut dire quoi ça en fait, tu vois? Et puis voilà, et au fur et à mesure, bah voilà, aujourd'hui je suis là. Mais c'est vraiment comme ça que l'histoire a commencé. Combien de temps il t'a fallu finalement pour atteindre un bon niveau en MMA? Faut demander à mes entraîneurs ça. Mais moi, là, comme ça, franchement, je te dirais, ouais, ça a pris 3 ans au moins, hein. 3 ans avant que je devienne Mehdi Ben Lagdar au Cage Warrior qui combat et qui est sûr de lui et tout. Mais j'avais une phobie j'avais une phobie des amener au sol, tu vois. J'avais la phobie de ça parce que pendant plus de 10 ans, tu es dans un sport où on t'éduque à
Si tu tombes, c'est qu'il y a un problème. En boxe anglaise ou même en Muay Thai, quand tu tombes, c'est qu'il y a un problème, c'est que tu as pris un sale coup, c'est que c'est pas bon, tu vois. Et là, on te dit, non, mais dis, si tu tombes, t'inquiète, c'est pas grave. Tu vas te relever, tu vas boxer, ou alors tu vas rester au sol, tu vas faire d'autres choses. Donc, le temps que ça rentre dans ma tête, ça a mis, ouais, ça a mis au moins 3 ans. Ouais. En plus, tu as commencé quand même le MMA assez tard, mais malgré le fait que tu aies commencé le MMA assez tard, il t'a fallu 2 combats professionnels pour débarquer du côté du Cage Warriors. Donc le Cage Warriors, c'est quand même l'organisation de MMA numéro 1 en Europe. Tu signes en 2018. Comment tu t'y es pris pour rejoindre cette organisation en ayant commencé le MMA aussi tard? Euh, disons que j'ai eu, je ne vais pas dire de la chance, parce que moi, je ne crois pas trop en le facteur chance, mais que ceux qui bossent avec moi, donc mon équipe de management Factory, a su me proposer les bons combats au bon moment. Pour mon deuxième combat, j'ai affronté un certain Struan Croxon qui était déjà, lui, à l'époque, dans les petits papiers du Cage Warrior. Donc moi, j'ai affronté un mec qui allait bientôt signer. Et je suis allé le battre chez lui. Et c'est comme ça que j'ai eu ma chance au Cage Warrior. Donc, je me souviens, j'étais en terrasse à Paris, il faisait beau. J'étais en train de boire un coca et tout, tranquille. Et j'ai mon manager, donc j'ai Benjamin Sarfati qui m'appelle. Il m'appelle jamais. Hein. Enfin, il m'appelle jamais, c'est pas vrai, mais c'est rare, il m'appelle, tu vois. On se voit beaucoup à la salle, mais pour qu'il m'appelle sur mon portable, je me suis dit, ça se trouve, il y a une galère, tu vois. Il m'appelle, ça va, mais dit, tu vas bien et tout. Et il commence avec des questions pièges. Il me dit, eh, tu pèses combien en ce moment et tout. Donc moi, je lui mens, évidemment que je lui mens. Je lui dis, ah, je suis pas très lourd là, t'inquiète. Il me dit, Mehdi, dans 15 jours, il y a le Cage Warrior là. T'es chaud? Comme ça. Moi, je suis là en train de boire un coca, terrasse, lunettes de soleil. Tu m'annonces ça comme ça. Et du coup, je lui ai dit, écoute, là, c'est un truc de fou ce que tu me dis là. Après 2 combats et tout. Il me dit, on y va ou on n'y va pas? Genre, il voulait vraiment une réponse tout de suite là. Et j'ai même pas réfléchi. Je lui dis, écoute, vas-y, on y va. Hein. Il me dit, vas-y. Mais je t'envoie les papiers et tout. Je raccroche. J'étais avec des potes comme ça. Il me dit, il y a quoi? Je fais, ouais, il m'arrive un truc de fou là. Je crois, c'est bizarre. Attends, je rappelle Benjamin. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je fais, ah, mais t'es sérieux là, Benjamin? Il me dit, ouais, ouais, je suis grave sérieux. Et du coup, bah, c'est comme ça que ça s'est fait. Et du coup, 15 jours avant, donc on prévient 15 jours avant pour un combat à moins de 70 kilos. J'étais à 80 kilos à l'époque, en Ah train de ouais, boire ok. du coca, donc Un 80. poids welter, quoi. Ouais, j'étais bien gros. Et du coup, bah, j'ai pris ma chance. Je suis allé au Cage Warrior, je gagne, on me repropose un autre combat et voilà la suite. Quoi. Tu as vu que récemment, Paddy Pimblett, qui évoluait au Cage Warriors, a débarqué du côté de l'UFC. Je sais qu'un certain Conor McGregor, c'est aussi une inspiration pour toi et pour ta carrière. L'UFC, est-ce que c'est un objectif pour toi? Est-ce que c'est un objectif à long terme, moyen terme? Et est-ce que c'est un objectif tout court, en fait, le fait de signer à l'UFC pour ta carrière? Euh, je vais te raconter une histoire. Quand je suis arrivé au MMA Factory, c'est le moment où on avait 3 athlètes. Il y avait 3 athlètes à l'UFC au MMA Factory. Il y avait Michael Lebou, Taylor Lapillus, Francis Ngannou. Du lourd. Euh, donc, ouais, du lourd. Et il y avait peut-être 2, 3 athlètes qui étaient, voilà, ils étaient à peut-être une victoire ou deux de l'UFC. Je pense à Karl Moussou, je pense à Arnold Kero, voilà, je pense à Samir Faidine à l'époque. Voilà, il y a vraiment des gens qui étaient sur une victoire avant l'UFC, tu vois. Et j'ai Fernand qui vient me voir et moi je viens d'arriver à peine à la salle. Il me dit c'est quoi ton objectif à long terme, à moyen terme, à court terme? Tu sais, des questions que ton entraîneur te pose, classiques. Et avant même que je réponde, il me dit me parle même pas de l'UFC. Hein. Comme ça, il me dit. Tu vois. Et à l'époque, moi, je n'avais pas compris. Maintenant, avec le recul, je comprends. C'est comme, tu vois. Et je lui dis, écoute, moi, et moi, à l'époque, je regardais beaucoup le Cage Warrior, tu vois. Et je kiffais Connor, c'est un truc de ouf. J'aimais bien son style, tu sais, son arrogance, là, comme ça, là. Tu sais, c'était un délire. Et je lui dis, écoute, moi, je veux juste aller au Cage Warrior, déjà, alhamdoulilah, tu vois. Et juste y aller, tu vois. Donc, maintenant que je suis au Cage Warrior, ben, j'ai envie d'y rester. Et maintenant que j'y suis, bah, j'ai envie de devenir champion du Cage Warrior.
Et maintenant que je suis à ça d'être champion, j'ai envie d'aller à l'UFC, en fait, tu vois. Donc les ambitions, elles sont à, comment je peux dire, elles évoluent en fait. Tes ambitions, elles évoluent. C'est comme, je te dis n'importe quoi, une petite équipe demain qui n'a jamais fait la Coupe du Monde, elle arrive à se qualifier pour les qualifications de la Coupe du Monde. Elle y croyait pas à la base, tu vois. Elle va te dire, bah, maintenant que je suis là, venez, on se qualifie, tu vois. C'est ça. Et demain, elle se qualifie, elle va dire quoi? Eh les gars, voilà, on peut gagner la Coupe du Monde. On sait jamais, tu vois. Donc voilà, c'est un peu le reflet de mes ambitions. Donc, ouais, maintenant que je suis à ça, de l'UFC, bien sûr que j'ai envie d'aller à l'UFC, bien sûr. Cyril Gann, Farezia, Manon Furo qui sont justement à l'UFC. Au niveau du Cage Warriors, ben il y a Morgan Charrière, toi-même, Yacine Belhadj. Je vais pas tous les citer. Je peux parler également de Salahdine Parnasse au KSW. C'est vraiment la France hein, dispose vraiment d'un vivier de talent qui est assez impressionnant. Comment est-ce que tu l'expliques ce nombre de talents considérable en France en sachant que eh bien, le MMA finalement il vient à peine d'être légalisé chez vous? Dans tous les sports, hein, de manière très générale, en France, on est bien représenté quelque part, tu vois. Alors, dans les sports de contact, un peu plus. Comment j'explique ça? Les gens ils vont me prendre pour un fou. Mais en Ile-de-France, en banlieue parisienne, on a la rage, frère, je te le jure. On a le seum. Je sais pas, c'est inexplicable. Tu arrives dans une salle, tu sens le seum, tu vois. Tu sens que les mecs, ils ont la rage. Pas la rage envers les uns envers les autres. C'est pas cette forme de rage-là, c'est pas de la haine. Mais tu sens qu'on, je sais pas, on Courage de renferme. Moi, vaincre. par exemple, c'est ça, la rage de vaincre. En fait, tu entends tellement de choses. Tu sais, beaucoup de gens qui te disent tu n'y arriveras jamais, nanani, machin et tout. Et à force d'entendre ça, tu te dis, c'est pas comme ça la vie, en fait. Tu vois, moi, quand je vois un mec comme Saladin Parnasse au KSW, ça pue le seum, sa boxe, elle pue le seum. Tu sens qu'il a tous envie de les fumer, tu vois. Moi, je kiffe sa race. Son style, je le kiffe, tu vois. Euh, Là, on est chez les masculins, mais même chez les féminines. Quand tu regardes le combat de Rizdenzoua contre Amanda Lino, tu as Mhm. l'impression qu'elle lui en veut personnellement. Tu as l'impression que c'est au-delà du sport. On a un truc, frère, je sais pas. On a un seum en nous, on veut le sortir. Tu vois. On l'a dit, tu es parisien, tu es donc français, mais tu es aussi d'origine marocaine. Je sais que l'une de tes inspirations dans le monde des sports de combat, c'est bien évidemment Bader Hari qui combat dans un mois, il me semble, face à Arcadius O'Glory. Quel est ton pronostic C'est pour ce ça. combat? Est-ce que tu vois Bader Hari s'imposer sur un KO à ton image finalement? Je suis un peu triste de ce qui se passe avec la fin de carrière de Bader. Euh, J'espère vraiment qu'il va gagner parce que c'est un athlète qui nous a inspiré pendant longtemps, marocain et non marocain. Ce qu'il a fait au K1 à l'époque, ses combats contre Bonjaski, machin, bidule et tout, c'était des dingueries. Tu vois le seum qu'il a quand il frappe, frère. Un somme parisien. Ah là, c'est un autre seum, il vient d'ailleurs, ce seum, tu vois. Mais non, 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 mon pronostic, je le vois gagner, bien évidemment, je le vois gagner. Maintenant, comme je te disais, je suis un peu triste de de sa fin de carrière. Euh, voilà, j'espère vraiment qu'il va gagner et voilà, ça nous ferait chaud au cœur de revoir un Bader conquérant, gagnant, et puis voilà quoi. Et Conor McGregor, lui aussi, sera de retour au mois de juillet, le 10 juillet, face à Dustin Poirier pour la trilogie. Est-ce que tu penses que Conor va pouvoir prendre sa revanche par rapport au rematch? Et est-ce qu'il va s'imposer peut-être sur KO face au très solide Dustin Poirier? Qu'est-ce que tu en penses? Là, j'ai un autre avis. Conor McGregor, moi, il m'a fait rêver pendant très longtemps. Double champion du Cage Warrior, double champion de l'UFC. Il y a des images là sur Netflix qui sont sorties avec son documentaire, son biopic un peu sur sa vie. Machin. C'était lourd, j'ai kiffé, c'est inspirant, tu vois. Clairement. Maintenant, je pense que, je pense il est plus dans ce truc, en fait, tu vois. Après, ça n'engage que moi. Hein. Ça se trouve que je dis des bêtises, tu vois. Mais aujourd'hui, je pense que Conor McGregor, il aura du mal à revenir au niveau. La catégorie, il n'y a que des requins dans cette caté. Euh, Justin Poirier, le rematch, j'y crois pas. Je kifferais qu'il gagne un Conor. Hein. Ah, je kifferais revoir un Conor McGregor comme à l'ancienne et tout. J'ai du mal à y croire.
Bah, tant mieux pour toi, ça ferait peut-être un concurrent en moins chez les lightweights à l'UFC quand tu signeras. Est-ce que ça te fait peur de voir la qualité vraiment de cette catégorie à l'UFC? C'est vraiment effrayant, hein. Alors, je dis pas que ça fait peur, mais c'est impressionnant. Tu vois, t'as pas peur. Quand tu regardes, tu te dis pas, ah, il va m'arriver un truc, tu vois. Mais c'est vrai que tu te dis, putain, ils sont forts, ces filles-là. Tu les regardes comme ça, tu te dis, comment ils sont forts comme ça et tout là? Waouh! Et en fait, le lendemain, quand tu vas à l'entraînement, c'est inconscient, hein, tu penses pas. Moi, quand je vais à l'entraînement, je pense pas à Oliveira, tu vois, je pense pas à Chandler, hein. Euh, mais inconsciemment, tu as envie de faire des trucs de foot, toi aussi. Tu as envie de. Ça t'inspire. Ça t'inspire. Quand tu sais que le top 10 de l'UFC, les 10 premiers, ils peuvent être numéro un, genre. Est-ce que tu as peut-être un message à faire passer non seulement à tes fans, mais aussi aux abonnés qui vont regarder cette vidéo? Ah, bah déjà, merci à toi. Merci à toi. Puis récemment, sur mes réseaux, j'ai remercié tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui nous donnent de la force. Moi, je vois tous les messages. Euh, je vois, quand il y a une affiche avec ma tête, avec mon nom, l'engouement que ça crée, ça fait chaud au cœur, faut pas croire. On peut avoir l'impression que c'est juste un commentaire qui va passer parmi tant d'autres sur une affiche, mais vous vous rendez pas compte de l'importance que ce petit commentaire il a, que ces encouragements ils ont. Bah, rien à part merci en fait. Merci pour la force parce que bah, sans tous ces gens derrière nous, bah, en vérité, bah, on existe un peu moins, tu vois. On existe un petit peu moins. Euh, et c'est grâce à tous ces gens-là qui nous donnent la force, qui nous supportent, qui nous envoient des messages, force, machin, nanani, ah, c'est bah, trop bien. Bah. C'est grâce à ça que nous aussi, bah, on existe et on a envie de de donner de la performance et de vous rendre heureux, de vous rendre fier parce que comme moi, quand je vois le PSG jouer et quand ils gagnent, bah, je suis trop content. Et quand ils perdent, bah, j'ai la rage. Bah, c'est pareil, en fait. Donc voilà, donc merci. Encore une fois, merci, je sais que je me répète, mais je tiens à te le dire parce que j'ai beaucoup aimé non seulement ta gentillesse, mais aussi ton authenticité. Tu as répondu aux questions avec beaucoup d'honnêteté et c'est super. On sera devant nos écrans le 26 juin, je le rappelle, face à Paul Redmond pour ton combat lors du Cage Warrior 125 en espérant donc le title shot à ton prochain combat. On te laisse te préparer, passe une excellente soirée, prépare-toi bien et on sera au rendez-vous. On espère que tu le seras aussi. Merci beaucoup, Mehdi. J'y serai, t'inquiète. À la prochaine, ciao. Yes.